Alors pour le groupe UMP, Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour cette présentation et merci pour les documents que vous avez remis qui sont effectivement une base tout à fait intéressante de travail et de réflexion. Cette convention d'assurance chômage donc de mai 2014, elle a quand même fait couler pas mal d'encre depuis un an et on se souvient en particulier de la saison mouvementée des festivals de l'année dernière et de la neutralisation du différé d'indemnisation qui coûte encore aujourd'hui, qui pèse encore aujourd'hui sur près de 90 millions d'euros aux caisses de l'État, en attente de nouvelles mesures sur l'indemnisation des intermittents du spectacle et d'excellent travail qui a été fait par notre collègue Jean-Patrick Gilles et qui vont certainement réapparaître lors de la loi Rebsamen si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, un an plus tard, c'est une autre mesure phare de l'accord de mars 2014 qui fait l'objet d'une correction. Ce sont les droits rechargeables. Vous l'avez dit, le principe est simple et positif puisqu'il permet une prolongation des droits des demandeurs d'emploi sous conditions. Or, en cas de perte du nouvel emploi, l'acquisition des nouveaux droits est reportée à la fin de la première période d'indemnisation. Ce qui crée une situation dramatique pour un certain nombre d'assurés que vous avez vous-même d'ailleurs anticipé. Puisque se retrouvent lésés ceux qui reprennent un emploi mieux rémunéré que le précédent entre deux périodes de chômage. Pour pallier ce dysfonctionnement, les partenaires sociaux ont enfin signé un avenant à la Convention mettant en place un droit d'option qui est applicable depuis quelques semaines, puisque c'était, je crois, depuis le 1er avril. Ce droit permet à certains demandeurs d'emploi de toucher immédiatement une indemnisation plus élevée sur la base de nouveaux droits, à condition de renoncer définitivement au reliquat des droits. C'est quand même pas forcément très simple. Donc plusieurs questions se posent. D'abord, je rappelle que l'UNEDIC avait anticipé la situation puisque dans un document chiffres et repères de juin 2014, il est écrit « Verser systématiquement le reliquat de droit plutôt que l'allocation la plus élevée se traduit dans un premier temps par une baisse de l'allocation pour environ 500 000 allocataires. » C'est ce que vous aviez écrit donc en juin 2014. Or, sauf erreur de ma part, ce chiffre a été réévalué et d'après ce que vous nous avez donné, on est plutôt sur l'ordre de 380 000, 383 000 selon mes chiffres, mais 380 000 allocataires. Comment a-t-on pu laisser cette situation prospérer alors qu'on en a finalement connaissance? Ensuite, le droit d'option qui est inscrit dans l'avenant est-il accompagné, c'est important pour moi, est-il accompagné d'un devoir d'information? Puisque le problème, c'est bien de donner aux demandeurs d'emploi la capacité de choisir entre une indemnisation plus élevée, d'un côté, mais éventuellement plus courte, ou une indemnisation plus faible, mais également plus prolongée. Donc il y a finalement un choix, il y a une option qui existe. Et est-ce qu'il y a cette information, ce devoir d'information de la part de l'UNEDIC? De plus, selon les conditions qui ont été fixées pour exercer ce droit d'option, c'est-à-dire il faut avoir une allocation, je crois, inférieure à 20 euros, journalière inférieure à 20 euros et avoir travaillé 610 heures. Vous estimez qu'environ seuls 119 000 euros, je crois que vous avez cité 120 000 demandeurs d'emploi dans votre propos, pourraient en bénéficier. Cela veut dire, en fait, qu'il resterait donc 260 000 personnes qui sont perdantes dans ce nouveau dispositif, si on fait la différence. Donc la question que je vous pose, c'est les critères retenus par les partenaires sociaux permettent-ils de cibler les plus précaires ? Puisque c'est bien ça dont il s'agit. Mais cette réflexion nous mène tout droit en fait au coût du mécanisme. 193 millions d'euros par an dans les 2 prochaines années, financés à la fois par une suppression de l'aide différentielle de reclassement pour les plus de 50 ans d'un côté, et par une baisse du dispositif ARCE qui permet chaque année à 700 000 repreneurs et créateurs d'entreprises de percevoir la moitié de leur allocation sous la forme d'un capital pour financer leurs projets. Même si ces 200 millions d'euros semblent être une goutte d'eau dans la masse des 33 milliards, vous l'avez dit, de prestations que verse l'UNEDIC, et pire peut-être dans les 26 milliards que constitue sa dette, on touche là aux seniors et à l'investissement. On touche donc à la fois une population qui est une population fragile, difficile, du fait de la crise, et puis d'un levier pour en sortir par l'investissement du fait du dispositif ARS. Donc, quelles autres options ont été envisagées? Et je terminerai par une question plus globale sur les comptes de l'UNEDIC. Vous anticipez 4,4 milliards d'euros de déficit sur l'année 2015, 26 milliards d'euros de dettes cumulées. La conjoncture plonge les comptes dans le rouge, ça nous en avons conscience. La progression depuis 2013 est tout à fait importante. Je crois qu'on était en 2013 à 17 millions de cumulés, si mes souvenirs sont bons. Donc un groupe de réflexion a été mis sur pied pour évaluer ces enjeux conjoncturels et financiers, notamment
dans l'hypothèse d'un maintien d'une croissance basse et d'une progression du chômage, ce que d'ailleurs vous avez annoncé très clairement dans vos prévisions de 2015. Quels éléments pouvez-vous nous donner à ce sujet? 3 secondes près, c'est bon. Merci.